mais on avait massacré énormément, quoi. Et Ouais, bien sans sûr, parler des indigènes et tous ceux qui ont été sans envoyés des parler qu'on ne colonies. massacrait pas que des Européens, mais on massacrait de préférence des Arabes et des Noirs, tout à fait. Donc, si vous regardez comment on nous racontait cette guerre, et il suffit d'aller voir tous les monuments aux morts en France, en Belgique et ailleurs, c'est toujours la défense de la démocratie contre la tyrannie. Mais ça, c'était justement de la propagande de guerre. C'était un gros média mensonge qui occultait les intérêts économiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Premier grand principe de la propagande de guerre. En effet, il y a un écrivain français célèbre, Anatole France, Ouais, qui disait justement on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, en parlant de exactement. 14-18. C'est une phrase que j'aime bien citer, parce qu'en fait, la guerre 14-18 était seulement une guerre pour le fric, là aussi. Les multinationales de l'époque se battaient pour trois choses. Un, pour l'acier et le charbon de l'Alsace-Lorraine, contesté entre les groupes allemands et les groupes français. Deux, pour le contrôle des Balkans, Serbie, Bulgarie, Grèce, tout ça, qui n'était pas tellement intéressant au point de vue des richesses économiques, mais qui était intéressant parce que c'était la route d'accès vers l'Égypte, le canal de Suez, l'Inde, les colonies Exactement, ouais. desquelles les Britanniques touchaient un maximum de revenus, et les Allemands voulaient prendre ça. Et troisièmement, la guerre de 14-18 était une guerre pour le repartage des colonies en Afrique. En 85, les puissances impérialistes de l'époque se réunissent à Berlin pour décider comment on va partager l'Afrique. Ça semble inconcevable, d'autant qu'il n'y a évidemment aucun Africain qui est invité. Mais la France et l'Angleterre prennent les plus beaux morceaux, la Belgique et le Portugal reçoivent certaines choses, et Et les l'Allemagne qui est Allemands, rien. arrivée très très tard pour des raisons sur lesquelles je passe maintenant, l'Allemagne reçoit des miettes, deux, trois petits pays pas si intéressants. Et donc, on a ce partage du monde qui a été fait de façon tout à fait impérialiste en 85, et en 14-18, c'est la troisième et dernière grande raison, c'est que l'Empire allemand, qui a le vent en poupe au point de vue économique, mais qui est arrivé trop tard au moment du partage du gâteau, dit bon maintenant on va repartager le gâteau. Donc vous voyez, c'est vraiment une sale guerre pour le fric. On a tué 10 millions de gens pour ça. Et évidemment, c'est pas les fils des patrons et les généraux qui allaient se faire tuer. Hein. Eux restaient bien C'est derrière. clair. C'était les ouvriers, les paysans, les Noirs et les Arabes qui allaient se faire tuer pour ça. Donc là, on est dans une grande guerre de propagande et elle a été justifiée aussi avec des trucs abominables. Anne Morelli, dont je parlais il y a 2 minutes, elle avait montré notamment des posters de l'époque. Et vous aviez, en Angleterre, on avait diffusé des posters et on avait raconté des histoires surtout, où les Allemands étaient présentés comme égorgeant ou déchirant à la baïonnette des bébés en Belgique. Et ça ne s'était jamais passé. Je ne dis pas que l'occupation était une partie de plaisir, mais globalement, Ouais, c'est quand mais même là, pas du tout comme ouais, 40-45. Mais on avait des histoires que les Allemands, ils faisaient du boudin avec les petits bébés en Belgique. Ça, c'était la façon dont la c'est également Grande-Bretagne présenté comme présentait ça en France. la nécessité d'entrer en guerre. Donc vous voyez, on a... Oui, bah c'est une tradition, ça accompagne chaque guerre. Chaque guerre est accompagnée d'une guerre de l'information. Bien entendu, avec les technologies modernes, les moyens de manipulation de l'image et de manipulation de l'opinion se sont beaucoup encore perfectionnés, mais au fond, on est toujours dans la même logique. Ah, bah, ouais, c'est clair. Sinon, bah, en fait, la prochaine question va porter sur Al Jazeera. Al Jazeera que nous ne présentons plus. Une grande chaîne, bon, c'est une chaîne qatari qui est bon, la plus grande chaîne du monde arabe, qui couvre justement tout le monde arabe. Et ces derniers temps, il y a une polémique justement autour d'Al Jazeera et de ses présentateurs, voire même de toute la chaîne tout court. C'est des problèmes de déontologie journalistique. À la base, au départ, Al Jazeera était présenté comme un média pas assez neutre, quoi, qui présentait la situation telle qu'elle dans le Moyen-Orient. Cependant, à la lueur des récents événements, il s'avère qu'elle couvre les événements d'une manière assez différente. La Libye et la Syrie, elles ne couvrent pas de la même manière que ce qui se passe justement au Bahreïn. Oui, j'ai entendu Et ça. ça, Vous savez, un média neutre, ça n'existe pas. hmm, Euh, Il n'y a pas de médias neutres, il y a des médias objectifs et c'est pas la même chose. Un journaliste n'est jamais neutre. Je veux dire, si vous voyez, par exemple, la chose qui pour moi est la plus importante dans le monde contemporain, c'est l'écart totalement injuste entre riches et pauvres.
Le fait que les ressources de la planète sont dominées par même pas 1% de l'humanité, qui a en fait pratiquement tout à dire. Les dirigeants, les actionnaires des multinationales ont pratiquement tout à dire sur où est-ce qu'on va produire du pétrole, du gaz, des céréales, ceci ou cela, pour qui, à quel prix, etc. Il n'y a pas de démocratie économique. Donc, 1% de la population décide tout sur le plan de l'économie. Et du coup, eux, ils accumulent des fortunes énormes, 45 milliards de dollars de bénéfices par an pour une société comme Exxon, pendant que la moitié de l'humanité crève de faim, n'a pas à manger, n'a pas d'eau potable, qu'une personne sur 5 dans le monde ne peut pas faire des études, et voilà. Donc, par rapport à ça, expliquez-moi comment un journaliste peut être neutre. C'est totalement impossible. Il va devoir choisir, ou bien de parler de ce que je viens de vous dire, de dire qu'il y a des gens très pauvres et qui sont pauvres parce que les riches les empêchent d'avoir une vie et un emploi normaux, ou bien il n'en parle pas. Il va parler du mariage des princesses et autres conneries. C'est exactement ça. En présentant un reportage de princesse, il va dire moi je suis neutre, hein. Et c'est pas vrai. Il parle de conneries qui servent à cacher l'attention du public par rapport à des vrais problèmes et surtout par rapport aux causes de ces problèmes. Donc aucun de nos journalistes n'est neutre. Et quand vous voyez la manière dont les guerres sont couvertes, il n'y a pas de neutralité là-dedans. Ce qui existe bien, par contre, c'est l'objectivité. Je veux dire, quand vous êtes journaliste, vous choisissez de quoi vous allez parler, où vous allez amener votre caméra, à qui vous allez donner la parole. Et c'est des choix, donc vous n'êtes pas neutre. Est-ce que on aurait pu imaginer un journaliste en 40-45 qui allait donner 5 minutes à Hitler et 5 minutes à la résistance? Ça n'a pas de sens. C'était pas ça être neutre. Par contre, objectif, ça veut bien dire quelque chose. C'est-à-dire que même si vous avez un point de vue, et tout journaliste a un point de vue, celui qui dit qu'il n'en a pas, c'est un hypocrite, même si vous avez un point de vue, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire votre métier n'importe comment. En fait, il faut respecter les faits, ne pas inventer, ne pas exagérer, montrer la situation comme elle est vraiment. Et essayer, si vous en comprenez les causes, de montrer aussi les causes ou de donner la parole à des gens qui peuvent expliquer les causes. Donc un journaliste neutre et un journaliste objectif, c'est pas du tout la même chose. Neutre, ça n'existe pas. Maintenant, sur Al Jazeera, je dois vous dire que comme je ne pratique pas l'arabe, je ne peux pas juger de près tous ces reportages, mais d'après ce que beaucoup de gens me disent, ils sont très déçus parce que Al Jazeera joue un rôle très très important dans les années 90 et début des années 2000 pour briser l'hégémonie de CNN des États-Unis sur l'info internationale dans les grands conflits. Moi, je me souviens, pour la guerre de 90-91, il y avait un terrible monopole des États-Unis et de l'Europe sur l'info. Moi qui ai écrit un livre qui s'appelait Attention Média, qui analysait justement la couverture de cette guerre, j'étais obligé de me procurer des téléphones de gens dans certains pays arabes, de leur faxer mes questions ou d'avoir des discussions, mais j'avais pas le budget. Et donc, au compte-gouttes, je commençais à recevoir ah non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Moi, j'ai lu dans un journal arabe ceci, où j'ai rencontré une personne. Il n'y avait pas moyen de lutter à armes égales. Et puis est venu Al Jazeera avec des moyens financiers importants. Et il faut rendre hommage à bon nombre de ces journalistes qui ont pris des risques pour bien informer sur les théâtres de guerre et pour montrer les crimes que les États-Unis commettaient. Et donc là, on a eu droit enfin à deux versions, et c'est clair que ça plaisait pas à Washington, puisque pas mal de journalistes d'Al Jazeera ont payé ça de leur vie ou ont été emprisonnés ou soumis à des très grosses pressions. Donc, je pense qu'Al Jazeera, dans sa bonne période, a ouvert une brèche dans le monopole médiatique des États-Unis et compagnie. Mais là, maintenant, des informations que je reçois, effectivement, la répression au Bahreïn et au Yémen est fortement minimisée et couverte. Il y a eu des manipulations quant à l'info sur la Libye et la Syrie. Le Qatar est parti en guerre contre la Libye, avec d'ailleurs des intérêts financiers sur le pétrole libyen, et l'émir du Qatar est le patron d'Al Jazeera. Donc là... c'est bon, tout est dit là. Voilà, il confirme ce que j'avais expliqué dans mes livres et dans mes textes, à savoir que le tout premier filtrage de l'information, c'est la propriété des médias.
Si un média est aux mains d'un milliardaire, forcément, il va défendre ses intérêts de milliardaire. Et quand, en plus, il est parti en cause dans ce problème, dans ce conflit de la Libye, certainement qu'il y a intérêt. Donc là, non seulement il n'est pas neutre, mais en plus, il n'est pas objectif. Justement, j'allais faire un parallèle avec les médias occidentaux, ce qui se passe à la fois en France, et puis on parlait tout à l'heure de CNN. Mais comment on explique cette déviance des médias? Parce que à la base, au début, les médias, ils étaient pas comme ça. Mais Les grands mais journalistes. vous n'avez pas raison d'employer le mot déviance. On a forcément tendance à croire que c'était mieux avant. Mais il faut aller regarder comment était la presse avant. Vous savez qu'en 1956, la France, la Grande-Bretagne et Israël ont attaqué l'Égypte. En Égypte, depuis 4 ans, le roi, qui était une marionnette des Britanniques, avait été renversé par Nasser et par des officiers progressistes, des officiers qui voulaient mettre fin au colonialisme. Et donc ils avaient récupéré le canal de Suez qui était en territoire égyptien et ils voulaient que l'Égypte puisse déterminer son propre sort et ne plus être une colonie. Et pour avoir osé ça, l'Égypte et Nasser ont été victimes d'une attaque, des bombardements, des opérations par la France, la Grande-Bretagne et Israël selon un plan bien établi. Eh bien, en préparant le livre Attention Médias dont je parlais, j'ai été voir les unes du journal Le Monde. Vous savez, il avait une belle réputation en France d'être un peu centre-gauche, rigoureux, déontologique. Eh bien, dans le journal Le Monde, à la une, au moment du canal de Suez, on traitait Nasser de Hitler. À la une. Vous voyez, Nasser, c'était Hitler. Donc, vous voyez, c'était pas mieux hier. Et vous n'avez pas l'âge d'avoir vécu ça. Moi non plus, d'ailleurs, je ne lisais pas les journaux à ce moment-là, mais je les ai retrouvés. Simplement pour dire, on a toujours été dans une guerre de propagande. C'est pas d'aujourd'hui que les médias sont aux mains d'intérêts privés qui sont très liés au gouvernement. Alors je crois que ça s'aggrave maintenant, oui, mais fondamentalement ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'avec Internet et le développement d'un journalisme alternatif, d'un journalisme citoyen, comme nous essayons de le pratiquer avec notre site michelcolomb.info, et avec toute cette équipe investigation qui travaille avec moi maintenant. Je dis toute cette équipe, on n'est pas très nombreux, hein, je ne veux pas bluffer. En fait, on a une équipe, il y a des jeunes qui travaillent avec moi, donc ça c'est très encourageant. Et là, je crois que justement, Internet donne enfin la possibilité de contrer ce système, parce qu'avec Internet, on peut faire une information qui ne coûte pas très cher. Ouais. Les supports, ça ne coûte pas comme une télé ou une presse écrite. Une information qui peut être assez rapide et une information qui peut être aussi plus démocratique et plus interactive. C'est-à-dire que nous discutons avec les lecteurs, nous transmettons ce qu'ils nous envoient, nous organisons un forum pour discuter leurs remarques, leurs critiques, etc. ou leurs questions. Donc c'est une information qui est économique, rapide et démocratique et je pense que, bien sûr, il y a à boire et à manger sur Internet et on sait tous qu'il y a beaucoup de conneries là-bas et que donc il faut se méfier, il faut exercer son sens critique envers tout. Mais quand même, là, on a enfin la possibilité d'aller à contre-courant de ce système médiatique qui est vraiment une pensée unique, quoi. Parce que si vous zappez à l'heure du JT et que vous regardez comment on couvre la guerre en Libye, en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, chaîne privée, chaîne publique, vous allez voir la même chanson partout. Donc, c'est un peu totalitaire. Hein. Bon, vous avez parlé des médias justement des médias alternatifs, mais vous pensez que sur le long terme, vous pensez que vraiment qu'on sera capable à la fois votre site, à la fois justement Algérie Network, nous aussi qui faisons ça de notre côté, vous pensez qu'il est possible justement de remédier sur le long terme à cette situation qui vise à cette dictature vous pourriez appeler ça de la pensée unique, quoi. Oui, je pense. Oui. Mais c'est pas gagné et c'est pas du tout certain. C'est possible, mais c'est pas certain. Bien entendu, les médias traditionnels, télé ou quotidiens, essayent d'investir Internet et d'occuper le terrain parce que c'est un grand marché publicitaire. On vend moins de papier, on regarde globalement moins la télé, donc ils doivent aller sur cette source de revenus publicitaires. Et puis, il faut qu'ils essayent de maintenir leur monopole. Ils ne veulent pas justement qu'il y ait une info alternative
de bien meilleure